Voilà, je suis réveillé du coup. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Yes. Bonjour à ceux qui sont chez eux, parce que maintenant, de plus en plus, on travaille aussi pour ceux qui restent chez eux. Ce qui n'empêchera pas qu'ils viennent un jour, j'espère. Voilà, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de monde, c'est encourageant. Je ne vais pas lancer une polémique, mais pour l'instant, Josine est partie au home, donc on est un petit peu incertain. Sauf qu'on sait maintenant au moins qu'on a le local et le jardin jusqu'à la fin de l'année. Et on fait des démarches pour s'organiser, peut-être soit rester ici, soit trouver un autre lieu pour continuer. Donc voilà. Je préfère être honnête avec tout le monde et le dire que de le cacher. C'est récent, hein. Elle est partie jeudi passé, donc c'est très récent, donc voilà. Donc on continue. Je regrette un peu qu'on a peut-être fait rentrer un petit peu trop peu de graines pour certaines variétés qui sont déjà épuisées. Mais on a de plus en plus de monde aussi qui vient. On s'est un peu basé sur ce qu'il y avait l'année passée, parce qu'il y a certaines graines qui ne gardent pas, donc on est obligé de les renouveler d'année en année. S'ils sont encore là, on doit jeter. On a acheté des sacs et des sacs comme ça, hein, de graines, qui n'étaient plus valables l'année passée, cette année-ci un peu moins. Donc les petits oignons aussi, je regrette, il n'y en a plus. L'année passée, on a dû les éparpiller au jardin, on ne savait plus quoi en faire. Donc du coup, on en a peut-être commandé un petit peu moins. Et les échalotes, il reste encore. Surtout les longueurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi vulgairement cuisses de poulet. Hein, ils sont un peu chers, c'est parce qu'on ne les a pas trouvés en conventionnel. Souvent c'est en conventionnel, ça veut dire pas nécessairement cultivé bio. Là c'est bio. Ils viennent de semailles. Donc là automatiquement le prix est plus élevé. Donc ils sont à 4 € pour 250 grammes. Tandis que les autres, ils étaient à 1,50 pour 250 grammes. Il reste peut-être une paire de sachets, je ne sais même pas si on en fait. Au début de réunion, il y en avait, mais bon, les farines aussi, apparemment, ça marche bien, parce que j'avais tout rempli les farines, surtout les grands sacs. Ils sont partis, tant mieux, hein. Comme ça, il y a un mouvement, il y a toujours un renouvellement aussi. Voilà, n'oubliez pas les huiles essentielles et tout ce qui s'ensuit, donc dans le petit coin nourriture, entre guillemets, nourriture, soins, etc. Il y a le savon de Panama qui vient de rentrer aussi, donc il y a des retours, parce qu'on était vraiment, on ne va pas dire à court, mais limite, donc il vient d'en avoir tout plein. Ils ont dû aller chercher. Parce que ça complique maintenant aussi que Josine n'habite plus ici. Il n'y a plus personne ici pour ouvrir la porte quand le livreur y vient. Donc c'est encore une adaptation aussi qu'on va devoir trouver et une complication. Bon, si jamais il y a quelqu'un de la région qui a une idée pour un local ou qui, chez lui, a un local qui pourrait convenir, ben, il est très bienvenu. Hein, on discuterait à ce moment-là, les conditions. De l'environnement, il faudrait les demander. Oui, ben on va voir avec la ville de toute façon s'il y a moyen avec eux de trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. On a une autre idée déjà aussi, mais bon, je ne vais pas devancer ici avant qu'on a eu des contacts, mais bon, voilà. Donc les informations, ça c'était déjà une partie des informations. Moi je donne toujours cours aussi tous les mois ou presque tous les mois en échange. Donc le prochain cours c'est le 11, donc c'est samedi prochain, de 16h à 18h. C'est aussi un cours globalement basé sur les légumes et le jardin à bouffer, je veux dire. Mais je parle aussi de temps en temps un petit peu sur les fleurs. Que ici, on se limite plus sur les légumes et les fruits, etc. Alors, la réunion de fleurs, donc le jardin ornemental, ça sera ce mois-ci le 17.
de 18h à 19h30. Donc c'est plus à 17h30 à l'heure d'hiver. Maintenant les journées commencent à être un peu plus longues. Donc on a repris, parce que celui qui travaille est ici à 17h30, c'est un peu juste. Hein. Ça dépend où il habite, mais donc on a repris 18h, 19h30. 17 mars. Le 17 mars. Et le lendemain, le 18, à 14h30, on fait la séance de greffe. Donc les croqueurs de pommes qui viennent greffer. Donc uniquement pommiers, poiriers. Voilà, on a fait rentrer 100 porte-greffes, il y en aura peut-être un peu plus, mais au moins 100 porte-greffes pommes et 40 porte-greffes poires. Et le nombre qu'on pourra emporter, ça dépendra du nombre de gens qui sont présents. S'il y a 150 personnes, ben, on ne sera pas donné un par personne. S'il n'y en a que 20, ben, on sera mieux... ouais. Donc le porte-greffe coûtera 2 €. Et les greffons sont disponibles, eux ils en ramènent. Donc là c'est gratuit et tout le reste c'est gratuit. Donc les échalotes, n'oubliez pas, donc là il en reste encore assez bien parce qu'on les a reçus du coup aussi nettement plus tard que les autres. Donc il en reste assez bien. Donc pour nous ça serait bien que ça soit parti, quoi. Parce qu'après aussi les échalotes on peut encore les manger. Les petits oignons, il faudra de la patience pour éplucher ça. Mais les échalotes à la limite on peut vendre par après pour manger, si ça part pas. C'est à peu près la fin de la mise en sachet, quoique j'ai déjà donné une toute petite liste à Monique, mais il y a encore d'autres choses qu'on va recommander si on trouve. Et donc il y aura des retours du travail en perspective peut-être. Hein, surtout ça dépend si on trouve, etc. Comme les fèves, il n'y en a plus. Ben, il faudrait en commander tout au moins pour en avoir pour la fin de l'année. Hein, parce que souvent on les met avant l'hiver ou tout au début. Mais les fèves, ça garde 4 ans. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, où est-ce qu'on en est un petit peu pour l'instant. Je ne sais pas si Michel a d'autres choses qu'il peut rajouter éventuellement. Ben, ce que je peux dire, c'est que au niveau des résumés des cours, bon, il y a au niveau des personnes qui se sont proposées pour faire des résumés. Et maintenant, j'ai trouvé l'astuce, via quelqu'un aussi qui m'a conseillé, de pouvoir, on peut les télécharger en PDF. Donc je mets un lien sur notre blog, et ça se trouve à la rubrique carnet de notes de Gilbert. Et maintenant tous les nouveaux résumés sont téléchargeables et imprimables à distance. Donc avant je devais trouver, enfin, j'avais pas cette possibilité-là, parce que notre blog... dans la version que l'on utilise, qui est gratuite, ne permet pas de mettre des liens, ne permet pas de mettre des documents en PDF. Mais on a trouvé une astuce pour mettre un lien qui va sur un cloud et qui va chercher. Donc, c'est un truc en plus. Donc, c'est gratuit. Profitez-en. Et je remercie encore tous ceux qui ont déjà fait tous ces résumés à l'époque. Et maintenant, tous ceux et celles qui le font aussi. Donc c'est aussi quelque part un service qu'on rend à l'association, et je crois que l'entraide, c'est ça qui compte dans la vie actuelle. Je pense que c'est dans le bon sens. Voilà. Oui, nous de toute façon on est basé sur l'entraide. Hein. On n'est pas professionnel du tout, on est amateur et on obtient beaucoup d'informations aussi par les gens qui viennent ici, qui croient que nous, on est la toute connaissance, mais non. Les gens nous apportent aussi des choses, on apprend toutes les semaines, peut-être qu'une chose, mais on apprend tout le temps aux autres, quoi. Et c'est ça l'avenir, hein, c'est se donner la main et avancer ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer par l'utilisation des cendres de bois. Et après, on va un petit peu prendre en revue les choses qu'il faut absolument faire ou pas encore faire. Parce que souvent, les gens, ils veulent courir avant qu'ils savent marcher et après, on tombe.
Donc il y a des choses, je pense par exemple au potiron, c'est beaucoup trop tôt de semer des potirons, hein, mais ça, on va en revenir par après. Donc l'utilisation des cendres de bois. Bien sûr, la première chose à savoir, c'est que les cendres ne doivent pas être faites avec du bois qui a été peint, qui a été verni, qui a été traité. C'est logique, mais bon, Du bois d'arbre. il faut quand même y penser. Pas trop utiliser du papier coloré non plus pour allumer le feu ou des cartons qu'on jette dans le feu pour l'éliminer. Il faut peut-être mieux les mettre dans le sac pour aller porter pour faire recycler que de brûler, quoi, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Mais qu'est-ce qu'ils ne contiennent pas? C'est de l'azote. Donc parfois on dit qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'azote. Je pense par exemple aux petits pois, aux haricots et tout ça. Les fèves n'ont pas besoin d'azote, c'est plutôt néfaste. Donc là c'est un engrais, un amendement, hein, La potasse. qui peut être employé à ce moment-là. Donc il y a du calcium, donc de la chaux, à peu près 20 à 50%. Du potassium, entre 3 et 9%. Pourquoi c'est entre? Ça dépend du bois qu'on a brûlé aussi, hein. Certains bois contiennent autre chose que d'autres. C'est comme les légumes qui contiennent d'autres vitamines, d'autres sels minéraux. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer, même si on mange des laitues, essayer de manger différentes sortes de laitues en même temps. Ils vont contenir d'autres choses. Donc on cueille quelques feuilles de chaque variété, on mélange. C'est mieux pour la santé. Le phosphore, 0,5 à 2%. La silice, 14%. Les oligoéléments, là on n'a pas de pourcentage, encore une fois, ça dépend un peu quelle essence de bois qu'on a utilisée. Le magnésium, de 1 à 4%. Donc, le potassium favorise la floraison, favorise l'enracinement aussi, et le développement des fruits. Donne aussi un meilleur goût aux fruits. Donc ça c'est important. Donc ça on obtient avec soit des cendres, soit la potankali, qui est aussi encore un produit qui n'est pas un produit chimique, donc qui est un produit naturel. Malgré que son aspect, on dirait que c'est un engrais. Non, c'est... je ne sais plus de quoi que ça revient exactement, mais bon. Les déjections des oiseaux, ça? Non, oui, ça c'est autre chose. Mais là il y a beaucoup d'azote. Bonjour. Il y a beaucoup d'azote dans les déjections des oiseaux, hein. C'est comme les déjections des poules, c'est très azoté, hein, donc ça peut brûler. Quoique le guano et tout ça ne va pas brûler, certainement parce qu'il est déjà resté sur les rochers pendant des années et l'évaporation s'est faite de l'ammoniac, quoi, hein. Et puis souvent, quand on achète le guano, il est mélangé avec autre chose Aussi. pour éviter la concentration. Ouais. Donc on met du sable, enfin on met d'autres minéraux pour le rendre moins concentré. Alors, les cendres de bois servent aussi à empêcher un petit peu les limaces de s'approcher à nos plantes qu'on vient de repiquer, je pense aux salades, jusqu'à ce qu'ils soient humidifiés. Donc c'est court, quoi. Quand on a une période comme on a connue maintenant, qu'il n'y a pas plu pendant je ne sais pas combien de temps, moi en tout cas je suis content qu'il commence à pleuvoir, hein. Oui, Il nous c'est manque, déjà sec, hein. il nous manque vraiment de l'eau, hein. Donc voilà. Donc ça peut aider. Je ne vais pas dire, dans une serre ça va peut-être marcher mieux parce que là on peut voir comment on arrose, qu'on n'arrose pas dessus. Quelque chose qui va un peu mieux, c'est du sable. Hein, du sable de rivière. Et grossier c'est mieux que tout fin. Hein, parce qu'ils ont le sable très fin là aussi pour le jointoyer. C'est moins intéressant que le sable de rivière grossier. Ça leur colle dessus et ça ils n'aiment pas. Donc ça ne va pas les tuer, hein, mais ça ils n'aiment bien pas. la terre. Bien sûr, bon, il y a éventuellement les granulés à féramol, donc c'est pas oxyde de fer, c'est
On oublie toujours ce Phosphate de Chélium. fer. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Sulfate de fer. Donc regardez bien que ce n'est pas de l'alcool qui a été solidifié, parce que celui-là est toxique pour tous les animaux surtout, et je suppose même pour les vers de terre. Hein. Tandis que l'autre, à base de phéromones, de fer, ça se trouve déjà dans le sol en fait. Hein. Mais là, c'est plus concentré. Les limaces, ils adorent parce qu'il y a certainement du son de seigle ou quelque chose comme ça mélangé dedans qui les attire. Donc, ils mangent ça et ils ne savent plus vraiment avoir une digestion. Donc, c'est triste, mais ils meurent d'indigestion. Mais on ne les voit pas parce qu'ils se recachent. Ils ont le temps de se recacher. Tandis qu'avec l'alcool, ils sont tellement saouls qu'ils restent en surface. Et alors on trouve, on dit, ah oui, mais ça c'est efficace, l'autre c'est pas efficace, parce qu'on ne trouve pas les limaces. Mais c'est pas vrai. Quoique, il faut des limaces. Hein. Il faut des limaces, des escargots. Pour les mycorhizes, ce sont les champignons qui sont dans le sol. Eux, ils ont besoin de la bave de limaces et d'escargots aussi. Pour les oiseaux aussi. Hein. Et pour les oiseaux. Voilà. Donc, ça aide un petit peu aussi, un peu comme les algues marines, en poudrage sur les pucerons. C'est un petit peu dégoûtant si c'est pour manger tout de suite. Mais je pense par exemple aux rosiers. Bon, avec la première pluie, tout sera parti. Mais quand ils sont un peu humides, après la rosée du matin ou après une petite pluie, et qu'après il reste sec, on peut poudrer éventuellement. Mais là, on va les tamiser, hein, bien sûr. Pour le jardin, ce n'est pas nécessaire de tamiser, sauf s'il y a des clous et des agrafes ou des choses comme ça. Parce qu'après, on marche sur un tapis de ferraille. Ce qui n'est pas mauvais pour le sol. Hein. Mais quand on a une fois un clou en travers sa botte ou sa botte, on s'en souvient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça agit rapidement. Surtout la potasse est vite assimilable et vite aussi lessivée. Ce qui veut dire qu'on ne va pas employer ça n'importe quand. Ça, je vais en revenir après. Et comme il y a beaucoup de calcium, entre 20 et 50%, ça corrige l'acidité du sol. Donc, ce qui veut dire aussi, si on a un sol déjà fort alcalin, on ne doit pas utiliser la cendre de bois parce qu'on va encore la rendre plus alcaline. Donc, pour certaines plantes, surtout les acidophiles, qu'on les appelle, ceux qui aiment la terre de bruyère, il ne faut surtout pas mettre la cendre de bois, ou très peu. Donc, pour ce qui est défavorable, donc je viens de dire les plantes qui n'aiment pas du tout le calcaire, l'acidophile, donc les terres très calcaires, et aussi quand on est en surface comme ça, ça formera une croûte avec la première pluie. Ce qui va défavoriser l'échange entre l'oxygène qui ne sera plus rentré dans le sol et les émanations ne seront plus sorties non plus. Donc là, c'est préconisé d'en mettre et après de passer une fois avec un croc, avec une binette, avec quelque chose, pour mélanger dans les 2, 3, 4 cm de surface du sol. Et il ne faut pas aller les enterrer dans le sol, hein, parce que bon, c'est avec les pluies, par exemple, que le potasse sera accessible. S'il est déjà en profondeur, il faut déjà que les plantes ils ont des racines profondes assez pour savoir le capter. Sinon, tout il va être lessivé, tout il va partir dans le sous-sol. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Une autre façon de faire, et il y a des gens qui disent, mais si j'ai un paillage sur mon sol, ça ne va pas aller. Ben si, justement. Au-dessus du paillage, on peut le mettre, ça va. Mais ça, je n'ai pas encore dit, mais on ne met pas de grandes quantités. Hein. Mais au-dessus du paillage, ça ne va pas faire cette croûte, parce que le paillage va faire le tampon entre deux, du moment qu'on ne met pas une couche. Alors, on ne va pas aller vider son cendrier en dessous de son pommier ou en dessous de je ne sais pas quoi.
c'est maximum à peu près 100 grammes au mètre carré, c'est-à-dire 2 poignées. Hein. Parce que ce qui peut arriver, c'est que avec toutes ces choses que contient la cendre de bois, on pourrait faire, et surtout avec le calcium, on pourrait faire un blocage de certains éléments, surtout le fer, qui pourrait être bloqué, qui est indispensable pour faire pousser les plantes correctement. Hein. Donc, évitons de mettre la couche, quoi. Hein. Donc, c'est plus facile, on ne va pas aller commencer à peser 100 grammes et calculer 1 mètre carré. On voit plus ou moins ce que c'est 1 mètre carré. On met 1 ou 2 poignées. Si on fait plusieurs fois sur l'année, ben, on va peut-être en mettre qu'une et une un peu plus tard. Voilà. Donc on va, comme ça est vite lessivé, surtout pas mettre ça juste avant l'hiver, même pas pendant l'hiver, à la sortie de l'hiver. Donc à partir de ici, que les journées commencent à être bonnes et que les plantes commencent à repousser. Hein, là où il y a déjà des plantes, s'il n'y a encore rien, ça ne sert à rien d'aller étaler tout partout. On ne le met pas non plus avant le semis, parce que les cendres de bois sont antigerminatifs. Donc ils empêchent la germination des graines. Donc on va attendre, c'est pour ça que je dis qu'on l'utilise suivant les choses qui sont ou qui ne sont pas encore au jardin. Donc on doit, c'est quand même bien de réfléchir quand même de temps en temps aussi, hein, de ne pas suivre bêtement et dire au mois de mars on met, puis point final. Non, on met quand la plante en a besoin. C'est plus intelligent, c'est plus intéressant. Pour les oignons et les échalotes, ça vaut la peine? Les oignons et les échalotes, ça peut valoir la peine, et t'attends qu'ils ont un tout petit peu poussé. Donc, ça dépend. Ceux qui ont été plantés très tôt sont déjà poussés. Ceux qu'on vient de mettre, moi j'en ai quand même mis un petit peu, mais un tout petit peu au-dessus comme ça. Mais on peut attendre encore 15 jours, 3 semaines. Il faut savoir que chaque année est différente. Cette année-ci, on va vers une période de froid. Donc on va vers une période de ralentissement des plantes aussi. Hein. Peut-être qu'une autre année, quand on est déjà dans les bonnes températures, tout va avancer plus vite et on va mettre un peu plus tôt aussi, tout ce genre de choses. Voilà, donc après le petit travail du sol, on peut en profiter pour mettre un peu de cendre de bois. Donc ça vient d'un poêle à bois. Donc on apporte de la chaux et de la potasse qui sont bons pour les aliacer. Donc on peut faire ça. Bon, ici c'est pour l'ail, mais on fait ça aussi pour les oignons, échalotes. Légèrement. Alors, ça fait un apport d'engrais gratuit et utile. Faut pas en mettre des tonnes, mais voilà, c'est poudrer légèrement. Il vaut mieux en mettre plusieurs fois une petite quantité que directement une grosse dose. Alors, au potager, à la plantation, par exemple, ça dépend. Si c'est des pommes de terre, attendons un petit peu qu'ils ont déjà émis des racines et qu'ils sont déjà aptes à absorber quelque chose. Comme je disais, certaines de ces choses-là sont vite diluées avec l'eau de pluie. Voilà, on attend un tout petit peu. Mais c'est surtout bénéfique pour tout ce qui est légumes et à fruits. Donc tomates, aubergines, concombres, haricots, melons, poivrons, et j'en passe. Les légumes fleurs, les choux-fleurs, les brocolis, les artichauts et d'autres.
les tournesols, etc. Et alors les légumes racines, par exemple les pommes de terre, les carottes, les navets, les céleris rares. Voilà. Au verger, les petits fruits seront contents et ils vont vous rendre le fruit de votre travail. Et là, et les arbres fruitiers aussi, comme ça ne contient pas d'azote, c'est intéressant pour les arbres fruitiers, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'azote. Et avec, si on met une couverture du sol en dessous de l'arbre, ils vont trouver assez d'azote pour se débrouiller, et sinon, eux, ils vont chercher en profondeur ce qu'ils ont besoin. Mais si vous mettez beaucoup d'azote, vous allez avoir des ennuis, il y aura beaucoup de pucerons, il y aura des maladies à champignons. Donc les arbres fruitiers, il ne faut pas mettre trop de compost, un petit peu, mais un compostage en surface, là oui, ça peut être intéressant. Mais pour eux qui vont commencer à développer leurs bourgeons maintenant, c'est intéressant de le donner à partir de maintenant. Donc à partir du début mars, on peut mettre des cendres de bois, encore une fois, 1 ou 2 poignées par mètre carré, tout autour, hein, pas un plouc, hein, donc étalé. Hein. Voilà. Éventuellement un petit coup de râteau, un petit coup de pinette, pas trop profond pour ne pas abîmer les racines. Et de toute façon, il vaut mieux que ça reste en surface. Mais c'est pour éviter le plaquage. Le jardin d'ornement. Donc surtout tout ce qui doit fleurir, mais aussi tout ce qui doit avoir de belles feuilles, parce que le magnésium, lui, pour avoir une belle verdure, il faut du magnésium. Hein, donc souvent on mettait, mais c'était plus en chimie à ce moment-là, des engrais avec du magnésium, et on avait des belles couleurs bien vertes au niveau des choux, au niveau un peu de tout. Ça c'est, à mon avis, du temps révolu, mais on a éventuellement un remplaçant par les cendres de bois. Alors, donc surtout les rosiers aussi, hein, qui vont être plus jolis et plus fleuris. Mais surtout pas sur les plantes acidophiles, les camélias, les rhodos, les azalées, les érables du Japon, les bruyères, et il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asie, là, de toutes sortes de choses ornementaux qui ont besoin d'une terre légèrement acide. Donc là, j'ai déjà redit 50 fois, surtout dans les réunions fleurs, gardez toujours les étiquettes quand vous achetez quelque chose. Là, il y a des indications souvent sur la terre, sinon vous tapez le nom à l'ordinateur, mais si tu n'as plus l'étiquette, tu ne sais plus quel nom c'est. Donc tapez sur l'ordinateur et vous allez trouver quelle sorte de terrain qu'il faut. Les pelouses, intéressant pour la pelouse. Donc voilà, ça corrige l'acidité. On sait aussi que les mousses dans l'herbe viennent à cause que la terre est un peu trop acide. Donc ça ne va pas tuer la mousse, mais ça va empêcher qu'elle prolifère. Ça va aider. Comme les algues marines d'ailleurs, c'est le même usage. Les algues marines, on paye, les cendres de bois, parfois on ne sait pas quoi en faire, ou on sait en avoir au fils, à la belle-fille, je ne sais pas à qui, aux voisins. Donc là, c'est quelque chose qu'on recycle, qui est gratuit. C'est mieux que de les mettre dans la poubelle. Ça active aussi l'activité microbienne du sol. Donc tout ce qui est vivant dans le sol va être un petit peu plus activé. Et aussi, c'est attractif, comme les algues marines sont attractifs aux vers de terre. Si les vers de terre trouvent à manger, ils vont faire des galeries, ce qui va faire que votre terrain restera un peu plus drainé. Donc l'eau va pénétrer plus facilement. L'oxygène aussi va savoir entrer plus profondément. Donc là, c'est intéressant.
Voilà, je ne sais pas, j'ai fait le gros, je pense, du topo. Souvent on dit qu'il faut mettre un peu de cendre de bois, mais ici j'ai trouvé, heureusement, vraiment quelque chose de détaillé. C'était dans... Et je trouve qu'eux, ils expliquent toujours bien. Ils sont peut-être un peu chers. Mais Promesse de fleurs donne souvent des choses. Donc Promesse de fleurs, c'est une firme qui vend beaucoup de plantes par correspondance. C'est ici dans le nord de la France, c'est pas très loin. On peut aller chercher sur place, mais il faut commander. Mais les explications qu'ils donnent sur leur site, sur les plantes, sont souvent très détaillées et intéressantes. Voilà. Donc c'est là-dessus que je suis tombé par hasard sur ce truc-là, et j'ai voulu partager ça avec vous autres, parce que je trouvais ça quand même intéressant. Je le trouvais intéressant pour moi. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse. Alors, les semis. On va s'attaquer un peu aux semis. Donc maintenant, il est grand temps, le mois passé j'ai oublié de le dire, de celui qui doit acheter ses pommes de terre à planter, de les acheter maintenant le plus vite possible et de les faire pré-germer. Comment on fait? Ben, au départ, quand on les a achetés, on les met dans une caisse comme ici. Ça, c'est pas des achetés, ça c'est ceux que j'ai tenus pour moi de l'année passée. Donc on les met sur une couche. Ça c'est important. Donc le plus qu'on en a, le plus que la caisse ou le nombre de caisses soit important aussi. Donc on les met sur une couche. Au départ, quand on les a au magasin, il n'y a encore rien. Il n'y a pas de germes, ils sont encore tout nus. On peut les mettre alors à la chaleur et quelques jours à l'obscurité. On met un tissu au-dessus ou quelque chose, un petit carton. Il ne faut pas du plastique. Il faut laisser l'air passer, mais même en dessous d'un fauteuil, en dessous de quelque chose, une armoire, ou à l'obscurité, ça va démarrer beaucoup plus vite. Mais dès que ça commence à germer, il faut absolument tout de suite les mettre à la lumière. Parce que sinon, on va avoir, bon, ici, ce sont des hâtives, mais là, c'est des choses costauds, c'est des germes costauds. C'est une variété hâtive, amandine. C'est quelque chose que je vais mettre dans 15 jours, 3 semaines. Mais ça fait au moins 15 jours, 3 semaines qu'ils sont comme ça et ils n'évoluent pas parce qu'ils sont dans ma véranda, où ce qui ne fait pas très chaud. Il fait quand même, quand il y a eu du soleil, il faisait quand même 15-16 degrés facilement. Mais à la lumière. Donc à la lumière, ça ralentit. Et ça donne des germes costauds. Tandis que si vous avez acheté, ou les vôtres que vous mettez à l'obscurité, ils vont faire des longs fins machins qui ne vont pas être intéressants pour la reproduction des pommes de terre. Savoir que les pommes de terre vont venir sur les tiges. Donc les tiges vont, comme ici on voit déjà, il y a des petits bouts qui viennent, et c'est là-dessus qu'il y a les nouveaux plants, les nouveaux tubercules vont arriver. Donc là, à ce niveau-là, c'est bien. Si c'est encore un petit peu plus petit, on peut quand même les planter, quand c'est le moment. Ne vous hâtez pas. On a l'habitude de planter à peu près à la Saint-Joseph, c'est à peu près le 18 mars. Donc, on n'est pas encore le 18 mars. Les premiers. Et ça, c'est les premières. Donc, les autres, on attend et on le fait en principe quand le lilas fleurit. Donc, ça dépend des années. Mais là aussi, on suit alors la météo. Ça se peut que c'est 15 jours avant cette année-ci, ou c'est 15 jours plus tard l'année d'après. Et là, on a des hâtives, des tardives, des mi-tardives, des mi-hâtives, etc. À ce moment-là, on peut mettre toutes les variétés. Mais ce terme hâtive, mi-hâtive, mi-tardive, tardive, veut dire le temps nécessaire pour la culture avant de pouvoir les récolter. Ça ne veut pas dire planter tard. Ça veut dire
le temps qu'il faut, et c'est avec tout comme ça, quand vous trouvez dans le catalogue hâtive, mi-hâtive, etc., c'est toujours le temps, le nombre de jours qu'il faut pour que ça soit prêt à récolter. Voilà. Bon, les pommes de terre, je vais peut-être en revenir un petit peu plus approfondi le mois prochain, si j'oublie pas. Hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans le jardinage que parfois hein, on n'y arrive pas. De toute façon, si je dis tout aujourd'hui, vous n'allez plus revenir l'année prochaine. Ce n'est pas le but. Donc voilà, les semis en il ne faut pas oublier, lorsqu'on commence à faire germer les pommes de terre, une fois que c'est en route, c'est plus l'arrêter. Ouais. On sait ralentir, mais on ne sait plus l'arrêter. Donc ça veut dire que s'il y a des variétés, parfois lorsqu'on achète au magasin, elles ne sont pas encore germées, si c'est des variétés tardives, que vous comptez planter en mai, avril-mai, par exemple, ben, si vous faites le système obscurité-chaleur, ben, vous allez avoir des germes énormes au moment de la plantation. Donc sauf ça, si tu les mets à la lumière. Oui, voilà. On sait ralentir, mais on ne sait pas arrêter. Donc il faut bien calculer son coût. Hein. Moi, j'ai chaque année que je garde des plants. Donc ma première plantation de hâtive. Il faut savoir aussi que les hâtives donnent une production nettement plus petite, et surtout les très hâtives, que celles moyennes ou les autres. Mais c'est l'avantage que le terrain sera plus vite libéré pour me planter autre chose. Mais moi, j'en garde toujours, et parfois même dans la serre, où ce qui fait parfois 30 degrés et plus, pour faire une deuxième plantation. Mais là, il faut des hâtives, sinon on n'a plus assez de temps. Mais quand j'enlève mes premiers, je replante le jour même, déjà une nouvelle ligne. Donc, et les germes, souvent, ça fait une boule et une petite pointe. Donc, même qu'ils ont attendu, mais là, c'est principalement la lumière qui joue. La chaleur, le plus que c'est frais, le mieux que c'est. Mais la chaleur, on ne sait pas contrôler. Elle est là ou elle n'est pas là. On ne va pas commencer à ouvrir la porte du frigo parce qu'ils ne peuvent pas être noirs pour qu'ils ralentissent. Voilà. Ben, les marchands de plants de pommes de terre, ils mettent dans des chambres froides. Hein. Oui, ce qu'ils font. Parce que si ça germe dans les sacs, ben, ça va être tout des figues. Hein. Et encore, ne mettez pas ça dans un sachet, un filet, parce que les germes vont passer en travers et ça ne va pas les sortir. Hein. Si vous mettez quelque chose au-dessus, ben, au début, ça va pousser très lentement. Hein. Mais dès que vous voyez 3-4 mm de germes, il faut absolument, même 3-4 mm, c'est déjà beaucoup. Dès que vous voyez que ça commence à pointer, mettez-les à la lumière. Donc là, ils sont démarrés, et comme Michel dit, une fois que c'est démarré, on ne sait plus arrêter. Mais ralentir, ça oui. Donc les semis maintenant. Les semis en caissette. Quand on superpose les caisses, il y a suffisamment de lumière qui passe ou il faut... Moi, je préfère ne pas superposer les caisses et les mettre étalées. Ils peuvent aller dehors, hein. Peut-être pas sous la pluie, mais ils peuvent aller dehors. Mais en -1, ils sont gelés. Hein. Donc, il faut à ce moment-là les rentrer, les sortir, les rentrer. Quand il y a une période qui ne prévoit pas du tout des gelées, ça va. Ou sinon, il faut mettre quelque chose au-dessus. Si c'est des -1, -2, on peut encore mettre une bonne couverture au-dessus pour ne pas devoir s'emballer toujours les bacs. Voilà. Peut-être autre chose, oui. J'ai vu quelqu'un qui coupait ses pommes de terre pour... Est-ce que c'est bon ça? Ouais. Ah ben c'est pas mauvais, c'est surtout quand on n'a pas obtenu des plants. Hein. Avec la Saccharomyces, par exemple, c'est une qui n'attrape pas vite du tout des maladies. Souvent, on n'obtient pas des plants. On n'a que des grandes. Donc à ce moment-là, on peut couper en 2 ou en 3, et on voit où il y a déjà des germes. Donc il faut au moins que sur chaque partie qu'on a coupée, qu'il y a un départ. Hein. Quoique s'ils ne sont pas encore vus
facilement. Ici, il y a un beau germe, mais là, il y a un tout petit qui vient, là, il y a un petit qui vient. Donc, en observant un petit peu, on voit où ce qu'on peut couper. On ne va pas nécessairement les planter tout de suite. On les coupe et on les plante le lendemain ou le surlendemain, que la cicatrice qu'on a fait, la plaie qu'on a fait, soit séchée. On peut aussi éventuellement, avec un peu de cendre de bois, tapoter la plaie dedans. Ça va cicatriser plus vite. Ou des algues marines. Voilà. Une pomme de terre coupée, elle est attirante pour les limaces aussi. Aussi. Il faut le savoir. Ouais. Et les taupins, etc. Les taupins, souvent, on est embêté quand on emploie beaucoup de fumier. Quand on met beaucoup de fumier dans son terrain, on risque... Je ne parle pas de compost, mais de fumier. Et si on plante une pomme de terre de 150 grammes, une belle grosse patate, ou alors une pomme de terre de 30 grammes, est-ce qu'il y a des chances d'avoir plus de Non. production Les petites, finalement, je ne vais plus devoir parler des pommes de terre le mois prochain. Les petites vont donner une paire de grosses pommes de terre. Les moyennes vont donner un petit peu une grosse et 4-5 moyennes. Et les grosses vont donner des moyennes et des petites. C'est logique quand on réfléchit. Donc, un pied de pomme de terre a à peu près 40 cm sur 40 de terre. Donc, si là-dessus, il y en a beaucoup qui doivent pousser, ils n'auront que la même assiette. C'est comme si que tu mettrais 5 enfants autour de la table, tu mets une assiette, tu en mets 5. Tu as compris, hein? Donc, voilà, c'est ça un petit peu le principe. Mais si vous voulez que des pommes de terre à frites, il faut absolument planter des petites. Et la variété qui convient. Ça, c'est encore autre chose. Parce que là, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les variétés, la précocité. La prochaine fois, on pourra aussi parler du risque d'avoir des petits plants ou des gros plants avec le risque de froid. Mais ça, on va garder ça pour le mois prochain. Les boules qui poussent sur les pommes de terre, est-ce qu'on peut planter ça? Les perles-papins? Ça dépend si tu parles des boules qui viennent où il y a eu la fleur ou des boules qui viennent sur les tiges. Parce que sur les tiges, parfois au-dessus du sol, il peut y avoir aussi des petites boules qui viennent. Non, on parle de la boule qui va sur la fleur. Oui, on peut, c'est des semences qu'il y aura dedans. Mais à ce moment-là, on obtiendra des nouvelles variétés de pommes de terre. Ah ouais. Et sur 1000 variétés de pommes de terre que vous allez faire et que vous allez suivre pendant plusieurs années pour voir si c'est valable, il y en aura, si tu as de la chance, une variété qui sera intéressante. Donc c'est plus ça pour les chercheurs, pour celui qui veut s'amuser, pourquoi pas. Hein. Mais on va peut-être obtenir vraiment une variété très intéressante et ça se peut aussi qu'on aura des bricoles qui ne sont pas du tout intéressantes. Et de toute façon, on n'aura jamais de retour la variété qu'il y avait au départ.